Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour Nadia, comment tu vas? Bien et toi, Myriam? Très bien. Merci Nadia d'avoir accepté de participer à ce podcast avec nous. Je suis extrêmement contente de pouvoir parler d'un sujet très important avec toi. Aujourd'hui, on va parler de ménopause. Oui, plaisir partagé, Myriam. Ravie de faire effectivement cet échange aussi également avec toi. Merci. Alors Nadia, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et on parle ensuite du sujet pour lequel nous sommes aujourd'hui réunis. Alors moi, je suis Nadia, je suis sage-femme depuis 2006-2007 et j'ai eu un parcours un peu où j'ai touché à tout, c'est-à-dire que j'ai fait quelques années à l'hôpital, ensuite où j'ai fait de la salle d'accouchement, j'ai touché un peu aux consultations, etc. Ensuite, j'ai voulu me rapprocher de mon cœur, de ma motivation de métier dans ma profession de sage-femme, qui était à savoir être sage-femme humanitaire. Et en fait, j'ai retrouvé ce pan de mon travail quand j'ai fait de la PMI. J'ai fait 7 ans de PMI où effectivement j'étais assez proche de la précarité des femmes, de certaines détresses de femmes, de la maltraitance, des violences conjugales. Donc là, j'étais vraiment sur ce versant-là de ma profession. Et puis après, j'ai décidé de me lancer en libéral. Et voilà, donc actuellement, je suis sage-femme libérale où je pratique plutôt des échographies de grossesse et des échographies gynécologiques. Et voilà, donc après, peut-être que dans 7 ans, je ferai peut-être autre chose, je sais pas, je reprendrai peut-être les visites à domicile. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai touché un petit peu à tout, en tout cas dans tous les aspects de la profession. Ok, super, très intéressant. Vraiment un parcours très intéressant. On peut dire que la santé des femmes, tu connais très bien, hein. Et effectivement, je trouve que, bah voilà, vu que t'as vécu un petit peu différentes sphères de ton métier, notamment, je pense, le côté PMI, où tu étais certainement vraiment en proximité des femmes. C'est très intéressant pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Donc, Oui. merci beaucoup, Nadia. Alors, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on parle de ménopause. C'est un sujet qui concerne près de 14 millions de femmes en France. Donc, c'est un sujet très important, encore souvent tabou. On va voir ensemble finalement pourquoi et comment en discuter. Alors, pour commencer, Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente la ménopause d'un point de vue médical et pourquoi c'est vraiment essentiel d'en parler ouvertement? Alors effectivement, c'est primordial d'en parler parce que ça reste, comme tu dis, un sujet assez tabou. Effectivement, on met toute la lumière dans la vie d'une femme sur la fertilité et la période de maternité notamment. Et du coup, la ménopause, on en parle moins, on en discute moins et c'est dommage puisque c'est quand même une phase importante dans la vie d'une femme et ça permet aussi de mieux se préparer à cette période-là. Donc en fait, la ménopause, c'est une période qui arrive en général entre 45 et 55 ans. Et la définition, c'est vraiment l'arrêt complet des règles sur une année. C'est-à-dire que d'un coup, voilà, les règles vont s'arrêter pendant un an. Et là, on pourra faire le diagnostic de ménopause. Et avant cette période-là, il y a une période de transition parce que la femme, elle passe pas d'un état à un autre comme ça. Ouais. Il y a toujours des petites phases de transition. Et il y a une phase de transition. Avant la ménopause, il y a la période de périménopause. Donc avant la ménopause, et cette période-là peut durer 3 à 5 ans selon les patientes. Et oui, avant que les règles s'arrêtent complètement, il y a une période de turbulence, on va dire ça comme ça, où les ovaires vont fonctionner de manière un peu anarchique. Et en fait, au niveau des hormones, il va y avoir un déséquilibre, une rupture d'équilibre par rapport aux hormones, au fonctionnement des ovaires, où il va y avoir dans un premier temps une baisse de progestérone et il va y avoir une augmentation des œstrogènes. Qui dit augmentation des œstrogènes, on va avoir des règles très abondantes, des règles anarchiques, comment dire, c'est pendant cette période-là où des fois on a une fatigue importante, un cycle irrégulier, des douleurs au niveau des seins. Et cette période de périménopause est le reflet justement de cette hyper-œstrogénie. Et puis après, d'un coup, on va avoir une hypo-œstrogénie
où les cycles vont être plus irréguliers. Et c'est là qu'on va avoir d'autres symptômes, mais on en parlera après, je pense, sur tout ce qui est bouffée de chaleur, etc. Ok. Et après, d'un coup, en fait, une fois qu'on n'a plus d'œstrogène, parce que l'arrêt des règles est le résultat de l'absence d'œstrogène et de l'absence de production de progestérone par les ovaires. Et là, on arrive dans un état qu'on appelle la ménopause. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Très clair. Donc, ce que je retiens effectivement, c'est que avant le stade de ménopause, il y a le stade de périménopause. Et effectivement, le corps se prépare à cette ménopause. Et finalement, avec les fluctuations d'hormones, etc. Donc, en périménopause, on a du coup plus d'oestrogènes, ce qui fait que les règles sont plus longues ou plus abondantes ou en tout cas anarchiques. Et ensuite, Exactement. on passe sur la phase ménopause où du coup, il n'y a plus du tout d'oestrogènes, progestérone. Et là, effectivement, il n'y a plus de règles. C'est ça, c'est ça. Et souvent, tous les symptômes désagréables liés à la périménopause sont liés à l'hypoœstrogénie, c'est-à-dire le manque d'œstrogène. D'accord. Ok. Très bien. Très clair. Merci Nadia. Mm. Alors, tu l'as expliqué tout à l'heure un petit peu quand tu as présenté la ménopause. C'est vrai que la perception de la ménopause, elle est vraiment perçue de manière différente selon les cultures et les époques. Comment, à ton avis, de notre société actuelle, cette transition de ménopause s'opère? Comment elle est perçue dans nos sociétés? Je vais m'expliquer un peu plus. Est-ce que tu dirais qu'il y a une valorisation de la femme ménopausée ou au contraire une stigmatisation? Bah, ça dépend vraiment, je pense, de la société dans laquelle on vit. Par exemple, je dirais en France ou en Europe, ça dépend vraiment parce que ça peut être perçu, c'est vraiment très sensible et très propre à chaque femme, où il y a des personnes qui vont se dire la ménopause, ben, je suis débarrassée de mes règles, de mes tracas par rapport à mon cycle, de mon risque de maternité, et du coup, elle est plutôt bien perçue. Et puis il y a aussi, voilà, la ménopause arrive aussi à un moment de la vie où on est autour de la cinquantaine, c'est quand même la moitié de la vie. Il y a une remise en question aussi de soi-même. On se dit qu'est-ce que j'ai fait de ma vie là, les 50 ans passés, qu'est-ce qui me reste encore à vivre. Et puis voilà, une ménopause dit aussi personne qui commence à vieillir. Et donc il y a tout ça en fait qui rentre en jeu. Et par rapport à la perception de la société, oui, c'est plutôt effectivement la personne qui devient vieillissante et est-ce qu'elle sera utile encore pendant combien de temps. Enfin, il y a Ouais, peut-être tout ce versant-là à comment dire à expliquer. Enfin, ouais, et c'est vraiment, je pense, propre à chacun, propre à chaque société. Là, si on peut échanger, par exemple, selon les sociétés, j'ai lu qu'au Japon, par exemple, c'était une période qui était considérée comme normale pour la vie de la femme, parce que c'est un état qui est naturel et normal dans le fonctionnement d'une femme, en fait. Et que l'état de ménopause, c'est pas quelque chose de dévalorisant, c'est pas quelque chose qui va la gêner au niveau sociétal ou professionnel. Ça fait partie de l'histoire de la femme. Et d'accord. donc, il n'y a pas il y a pas de jugement, il n'y a pas de choses comme ça. En France, il peut y avoir, selon certains, peut-être a priori, qu'effectivement, peut-être la femme ménopausée, elle est moins productive ou voilà, effectivement, on approche de l'âge de la retraite, quoi qu'on est ménopausé autour de 50 ans, pas 65 ans. Donc, vous voyez, après, ça dépend un petit peu du point de vue de chacun. Et puis, j'ai lu également qu'en Afrique, par exemple, au contraire, c'était une période plutôt d'épanouissement où la femme africaine, elle devenait finalement l'égale de l'homme parce qu'elle avait plus les tracas justement de ses règles, de ses saignements, etc., de la fatigue liée aux règles abondantes, et qu'elle était vraiment l'égale de l'homme d'un point de vue professionnel, sociétal. Et c'était aussi une référente en termes de connaissances. C'était une femme qui était sage. Enfin, Hmm. je pense que c'est vrai, ça dépend vraiment de la société dans laquelle on vit et même de la perception de soi-même aussi. Ouais. Parce que une femme ménopausée, c'est pas forcément une femme qui n'est plus utile. Au contraire, ça peut être une femme qui peut être aussi productive qu'un homme et voire plus parce qu'elle aura plus les tracas de la maternité, elle aura plus les tracas de gérer ses règles, les règles douloureuses. Il y a plein de choses qui se terminent, mais il y a un renouveau derrière qui va commencer et tout dépend de la perception de chacun, je pense. Ok, en tout cas, c'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde. Et cette façon de percevoir justement cette chose qui est si universelle finalement, mais une perception tellement différente selon les régions où on est, et selon les cultures. Je trouve ça super intéressant.
C'est un petit peu comme effectivement la perception des règles dans différentes phases du monde. C'est intéressant de voir comment les règles sont perçues. Voilà. Oui. Merci Nadia. Là, on va se concentrer sur les symptômes. Alors, en fait, il y a une étude qui révèle que 87% des femmes ménopausées ressentent au moins un symptôme lié à la ménopause. Et pour 20% de ces symptômes, eh ben, c'est un impact significatif sur leur quotidien. Donc, c'est une étude de l'INSERM. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres-là et quels sont les symptômes les plus courants qui sont liés à la ménopause? Alors effectivement, dans les symptômes liés à la ménopause, 7 femmes sur 10 vont être touchées par les bouffées de chaleur. Et les bouffées de chaleur, ce sont quoi? En fait, s'il y a des troubles, il y a un trouble vasomoteur au niveau des vaisseaux de la femme. Et en fait, les vaisseaux vont se dilater, vont s'ouvrir et vont lâcher une bouffée de chaleur. Et une bouffée de chaleur, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vraiment la femme, elle a hyper chaud, elle transpire, ça lui monte sur le torse, ça dégouline sur le dos. Ça peut arriver la nuit, c'est plus fréquent la nuit, mais ça peut aussi arriver la journée. Donc quand la personne elle est au travail, enfin ça peut être très désagréable. Effectivement, les personnes décrivent notamment ces troubles qu'on appelle les troubles climatériques de la ménopause, et c'est lié justement à cette bouffée de chaleur où d'un coup on a hyper chaud. Voilà. On appelle ça aussi bouffée vasomotrice parce que justement c'est lié aux dilatations des vaisseaux. Et qui peuvent être associés ou non à des sueurs nocturnes. Alors les sueurs nocturnes, ça peut être la conséquence d'une bouffée de chaleur, mais après il faut faire attention aussi sueurs nocturnes, il faut penser aussi au diabète, hein, parce que sueurs nocturnes, ça peut faire penser aussi au diabète. Après, dans les autres symptômes liés à la ménopause, on a tout ce qui est sécheresse vaginale, parce qu'en fait, si vous voulez, tous ces symptômes là liés à la ménopause, c'est lié à l'hypoœstrogénie. Comme il y a pas beaucoup d'œstrogènes, tous les organes où il y a des récepteurs à l'œstrogène, ils vont moins fonctionner. Donc, que ce soit au niveau du vagin, au niveau de la vessie, au niveau de la densitométrie, au niveau de l'os, en fait. Tout ça vont faire que ça va commencer un petit peu à être fragile. Et donc, du coup, il peut y avoir une sécheresse vaginale, il peut y avoir des troubles urinaires comme des infections urinaires ou des méctions plus fréquentes. Tout ça, c'est lié au manque d'œstrogène. D'accord. Et parfois, le fait, je ne sais pas si tu veux qu'on parle du traitement maintenant, mais parfois le fait comment dire, d'apporter un peu plus d'œstrogène, que ce soit par l'alimentation ou par un traitement, ça peut arranger les choses. Et parfois, ne serait-ce que juste de réapprendre à bien manger, de reprendre une activité sportive, ça peut jouer vraiment sur la qualité de vie des personnes qui vivent cette phase-là. Ok, on en reviendra tout à l'heure effectivement, mais oui, donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement les symptômes les plus courants, donc du coup sueur nocturne, c'est vrai sueur tout court, c'est vrai qu'on en parle souvent, et sueur nocturne aussi, sécheresse vaginale. Est-ce qu'il y a d'autres troubles Fatigue, je dirais la fatigue aussi, une Ouais. fatigue importante. Après, on peut parler aussi de la prise de poids. Oui. Alors la prise de poids, elle n'est pas liée directement à la ménopause. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme après 35-40 ans, elle va avoir une baisse de la masse musculaire et une augmentation de la masse grasse. Ça fait partie du fonctionnement physiologique de la femme. La femme, voilà, on a un état qui fait que du coup, à partir d'un certain âge, il y aura une diminution de la masse musculaire et on peut avoir du coup une augmentation de la prise de poids, mais ça c'est quelque chose de tout à fait physiologique. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, je dirais, on peut plus manger comme à 20 ans. Et c'est là qu'effectivement il faut revoir un petit peu son assiette, sachant que voilà, il y a un peu plus de risque de prise de poids. Faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Ouais, ouais, ok, très clair. Maintenant, si on doit un petit peu s'attarder sur la santé mentale, donc au-delà des changements physiques que peut apporter la ménopause, alors voilà, on sait aujourd'hui que la ménopause peut avoir aussi un impact significatif sur la santé mentale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? C'est quoi les défis émotionnels que rencontrent ces femmes justement pendant cette période? En fait, ça dépend des patientes, parce que tu as des patientes qui vont vivre la ménopause, l'état de ménopause, c'est-à-dire qu'une fois que la périménopause est passée et que tous les tracas de la périménopause sont passés, il y a des patientes qui vont vivre de manière très épanouie leur ménopause, où vraiment ce sera fini les règles, fini le risque de maternité,
même si c'est quelque chose de compliqué, hein, parce que la ménopause, c'est ça aussi, c'est le deuil de la maternité, hein, c'est le deuil de la fertilité. Et du coup, ces femmes-là vont avoir peut-être une sexualité plus épanouie, plus libre. Elles vont, comment dire, elles vont peut-être faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire avant, parce que en plus les enfants sont grands. En général, c'est une période de la vie où on est un peu plus libre, un peu plus autonome. On peut se permettre aussi des choses en vie de couple qu'on pouvait pas se permettre quand quand les enfants étaient petits. Donc, et puis il y a aussi ce côté, il y a des femmes ménopausées qui vont peut-être avoir un petit coup de blues, un petit coup de déprime, parce que la ménopause, c'est lié aussi à l'état de vieillesse et voilà. On avance dans l'âge et on se pose la question de qu'est-ce que j'ai fait pendant mes 50 ans, qu'est-ce que j'aurais dû faire, vous voyez. Donc, si vous voulez, cette question-là, elle est vraiment propre à chacun et comment chacun peut se l'approprier par rapport à son propre vécu, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Je ce sais que pas tu si dis. j'ai répondu à la question, mais Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu as répondu à la question. Et pour compléter ta réponse, je dirais qu'effectivement, parmi les symptômes aussi de la ménopause, il y a aussi des fluctuations aussi au niveau des humeurs et au niveau des émotions. Et c'est vrai que parfois aussi, ça peut être compliqué chez certaines femmes, en tout cas, de gérer, bah voilà, peut-être un peu plus de susceptibilité, oui, plus de stress, etc. C'est aussi des choses en fait qui font partie ou des symptômes liés à la ménopause. c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, justement, ce manque d'œstrogène peut donner justement des sautes d'humeur, une irritabilité, parfois des insomnies. Et tout ça, forcément, ça aura un impact sur sa vie au quotidien. Oui, oui. Après, faut se dire que ça reste une période, en fait. Et comme toute période, ça se termine. Oui, oui, ok. Tout à l'heure, tu disais que la ménopause, ça peut être le début de quelque chose. C'est vrai voilà, il y a peut-être deux perceptions. Donc, soit c'est la fin de quelque chose, soit c'est le renouveau de quelque chose, un début. On ne sait pas trop. Mmh. Qu'est-ce que tu penses justement de ces deux différentes perceptions? Est-ce que c'est vraiment la fin de quelque chose ou est-ce que c'est plutôt, à ton avis, le début d'une nouvelle phase de la vie? Bah, c'est un petit peu les deux parce que la vie d'une femme, la femme a toujours une vie cyclique. Et par exemple, voilà, elle a eu ses règles, ça s'arrête, ça reprend le mois suivant. Elle a eu ses règles, ça s'arrête, ça reprend le mois suivant. Et la femme est habituée à avoir un cycle. Ensuite, elle a une grossesse, la grossesse s'arrête, elle a un bébé, le bébé grandit, devient un enfant, il sort de la maison, elle peut avoir un autre enfant. Ouais, vous voyez, la femme a toujours une vie cyclique avec des petits abandons comme ça. Et la ménopause, c'est une phase justement où elle abandonne la maternité, où elle abandonne cette phase de fertilité qui peut être perçue de manière plus ou moins bien, enfin plus ou moins sereinement selon les patientes, qu'on veuille ou non une grossesse ou qu'on a eu ou non des enfants. Voilà, ça reste quand même la fin de la maternité, la fin de la fertilité. Donc ça peut donner comment dire, enfin c'est un deuil quand même que la femme doit accepter. Et c'est aussi le début d'une nouvelle période de sa vie où elle se libère des hormones, des tracas du cycle, des tracas des saignements, d'un renouveau par rapport d'un point de vue professionnel par exemple, où souvent c'est l'épanouissement d'un point de vue professionnel, où voilà, on a quand même accompli, on est quand même une personne référente au niveau de son travail. Ça, des fois, ça donne même du renouveau au niveau du couple où, voilà, il y a beaucoup de femmes qui s'épanouissent après 40, 50 ans, d'un point de vue sexuel, au niveau du couple, parce que justement, elles se libèrent des enfants, elles se libèrent du risque de maternité Mm. et elle est plus embêtée par la contraception, elle est plus embêtée par tout ça, elle est plus embêtée par calculer son cycle, pas calculer son cycle, et c'est une nouvelle phase qui va commencer pour elle, et c'est plutôt une phase positive. Beaucoup de femmes s'épanouissent pendant cette phase de ménopause. Hein. Ouais, je suis totalement OK avec ça. J'aime bien le fait que tu mettes en lumière qu'effectivement, nous, les femmes, on est cycliques. Et c'est vrai que on peut dire, en fait, le petit cycle, entre guillemets, c'est peut-être le cycle menstruel qu'on vit finalement toute notre vie. C'est un cycle continu. Et on a un petit cycle dans le grand cycle qui est le cycle de la vie, tout simplement, finalement, effectivement. Donc, voilà, maturité, enfin, enfance, adolescence, adulte, et puis effectivement, phase un peu plus de maturité. Donc, j'aime cette idée de cycle dans cycle. Et effectivement, c'est vrai que nous, les femmes, on est habitués à ce renouveau, à se renouveler et à s'adapter finalement. Oui. Après, je dirais que le vécu par rapport à la ménopause, ça dépend aussi comment la femme connaît son corps. Il y a une méconnaissance, je dirais, de beaucoup de femmes, et je le vois encore au quotidien, que ce soit par rapport au suivi de grossesse. Les femmes ne savent pas comment ça se passe un suivi de grossesse, ne savent pas comment fonctionne leur corps, ne savent pas comment fonctionne bien leur cycle.
Alors maintenant, j'ai vu, il y a des petites applications qui font un petit rappel sur quand on va avoir ses règles, etc. Mais il y a quand même une méconnaissance de comment je fonctionne en tant que femme. Et l'arrivée de la ménopause, je dirais, va être vécue de manière plus ou moins sereinement si on sait comment on fonctionne, en fait. Bien sûr. Et si on s'y prépare, ben ça sera mieux, en Mmh. fait. Ouais. Et c'est vrai que même si ça commence, hein, le fait de faire un podcast là-dessus, je trouve que c'est génial parce que ça va peut-être de libérer un petit peu plus la ménopause. Mais c'est vrai que je trouve que ce qui est dommage, c'est que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps, ne connaissent pas comment elles fonctionnent. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses qu'elles pourraient mieux gérer, mieux vivre, notamment par rapport justement à ce que tu disais, les bouffées de chaleur, etc. Et en fait, quand on s'y prépare, ben forcément, on y vit un peu mieux, hein. On peut corréler ça même à l'état de grossesse. Une femme qui connaît comment on fait un suivi de grossesse, qu'est-ce qui se passe dans son corps, qu'est-ce qu'une contraction, etc. Ben, elle le vivra mieux le jour J de l'accouchement que arriver les mains dans les poches, elle sera en panique en fait. Exactement. Mm. Et c'est aussi valable pour le cycle menstruel, les règles, comprendre son Et corps, oui, etc. oui, oui. C'est valable de manière générale. Et d'ailleurs, il y a une étude en fait qui a été menée par ECT qui dit que 44% des femmes se disent insuffisamment informées sur la ménopause en fait. Donc ça rejoint vraiment ce que Exactement. tu dis. Ouais, Oui, oui. Elles ne savent pas comment fonctionne leur corps. ouais, ouais, ouais. Bah, j'espère que les choses Alors après, changeront. voilà, je pense qu'effectivement, nous, en tant que professionnels de santé, on a un rôle là-dessus, hein, Oui, de libérer la parole, de libérer les connaissances. Après, c'est maintenant, il y a plein d'outils comme Internet, YouTube, les podcasts qui font que, voilà, il faut aussi peut-être s'y intéresser au sujet, mais c'est vrai que malheureusement, il y a quand même une méconnaissance de comment je fonctionne, ouais. ouais, Mm. je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est un constat qui est souvent, enfin, on en parle souvent entre professionnels de santé, mais j'ai tendance à dire effectivement que les choses bougent, les choses changent, et c'est vrai que voilà, il y a certains sujets qui étaient tabous, le cycle menstruel, la ménopause, d'autres sujets effectivement qui étaient jusque-là tabous, qui commencent un petit peu finalement à rentrer dans les mœurs. Bon, hein, c'est pas encore gagné, hein, mais effectivement, je trouve que les gens s'intéressent de plus en plus, les gens veulent comprendre. Les gens maintenant veulent vraiment de plus en plus comprendre ce qui se passe dans leur corps et les conséquences que ça peut avoir sur la santé globale, physique ou mentale, etc. Donc, j'ai Oui. plutôt bon espoir. Oui, 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 non, mais oui, heureusement qu'on commence à en parler un peu plus, oui. Mm. Ouais, ok, super. Merci Nadia. Alors, juste un petit focus sur la vie professionnelle et la ménopause. Alors, moi, j'ai un chiffre qui m'a semblé utile de partager ici. Donc, en fait, il y a un rapport qui a été fait par l'Angleterre en 2019 qui a révélé que 48% des femmes qui sont ménopausées se sentent vraiment gênées d'aborder le sujet avec leur employeur et une femme sur quatre envisage même de quitter son emploi à cause des symptômes qui sont liés à la ménopause. Alors moi, ça m'interpelle. Je me dis, il y a peut-être des choses à faire, effectivement, même au niveau vie professionnel, parce qu'on l'a vu, la ménopause, c'est un cycle de vie enfin, voilà, il faut accompagner la femme en ménopause. Euh, Elle peut avoir des symptômes ou pas, déjà, effectivement, mais c'est effectivement, il y a des symptômes comme des bouffées de chaleur, de la fatigue, des troubles du sommeil, des changements d'humeur, on en a parlé aussi, qui Mm. peuvent vraiment impacter la productivité et le bien-être au travail. Mm. Donc, face à ça, c'est vrai que ça, c'est un fait. Et face à ça, il y a aussi des préjugés. Je pense en milieu professionnel aussi, des préjugés qui sont liés à une baisse d'efficacité ou une incapacité à gérer le stress, etc. Est-ce Mm. que toi, est-ce que parmi les femmes que tu accompagnes, est-ce que tu as été effectivement confrontée à ce genre de choses ou est-ce que c'est des choses qui te parlent, toi? En fait, je trouve que c'est effectivement d'avoir des bouffées de chaleur en plein milieu du travail, ça peut être très handicapant. La fatigue, tout ça peut avoir effectivement un impact sur sa productivité. Donc peut-être qu'il faut pas qu'elle reste dans ces mots-là, et il faut peut-être qu'elle en parle à un professionnel de santé autour d'elle. Je sais pas si le médecin du travail peut aussi jouer un rôle, mais en tout cas, chaque symptôme sa solution. Et il existe des solutions, que ce soit peut-être revoir un peu l'assiette, que ce soit refaire peut-être une activité physique. Les femmes, elles décrivent, hein, dès qu'elles ont repris le sport, elles avaient beaucoup moins de bouffées de chaleur, elles étaient beaucoup moins fatiguées, et ça peut être peut-être une solution pour elles. Il y a des femmes qui vont peut-être se tourner plus vers de la phytothérapie, où elles vont supplémenter, avoir une alimentation un peu plus riche en phytoœstrogènes. Après, il faut faire attention, tout ce qui est traitement.
il faut très très faire attention par rapport au risque de cancer du sein ou d'antécédents de risque de cancer du sein. Donc là, toutes les patientes qui ont eu des antécédents familiaux ou personnels de cancer du sein, c'est contre-indiqué les œstrogènes. Hein. Et voilà, une phytothérapie, avoir une alimentation riche en soja peut-être atténuer, en tout cas, je dirais, tous ces symptômes un peu, fatigants au quotidien. Et puis après, vraiment, si vraiment la femme elle est vraiment vraiment gênée par rapport à ça, on peut mettre en place un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Mais il faut pas qu'elle reste avec des symptômes sans en parler en fait, parce qu'il existe des solutions. Il y a plein de solutions à mettre en place et qui sont vraiment efficaces. Les femmes, elles le décrivent. Hein. Ne serait-ce juste de revoir son mode de vie, de revoir son alimentation, de reprendre une petite activité physique, peut vraiment impacter la qualité de vie d'une personne en périménopause ou en ménopause. D'accord, très clair. Et je rajouterais que dans le milieu professionnel, il y a peut-être des ajustements aussi à faire très simples. Une meilleure ventilation dans les bureaux, par exemple, des pauses plus Exactement. fréquentes, une flexibilité peut-être dans les horaires en tout cas pour gérer peut-être la phase de périménopause ou pas, du télétravail peut-être par exemple. Mais une chose est sûre, c'est vrai qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Donc il y a certaines entreprises qui ont des programmes bien-être, qui incluent des conseils sur la gestion du stress, des ressources notamment pour améliorer la qualité du sommeil. Il y a des pratiques qui sont mises en avant comme la sophrologie, la méditation. Voilà, je pense qu'effectivement l'employeur aussi a un rôle à jouer pour pouvoir inclure ces femmes-là aussi. Ça fait partie des politiques d'inclusion. Je sais qu'il y a certaines entreprises, notamment au Royaume-Uni, qui commencent à intégrer la ménopause dans leur politique de santé du travail. Donc ils incluent la ménopause dans les bilans de santé. Tout à l'heure, tu parlais de médecine du travail, mais effectivement, c'est quelque chose qu'ils mettent en place, eux. Ils proposent même des consultations spécifiques pour les femmes ménopausées. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Et Oui, oui. ouais, ça peut effectivement aider ces femmes dans ce milieu professionnel à pouvoir passer ce cap et tout en gardant la productivité et leur bien-être. Effectivement, et tu parlais de sophrologie, oui. Et par exemple, il y a la sophrologie, le yoga. La pratique de yoga peut vraiment diminuer l'état de stress, l'état d'anxiété et diminuer par la même occasion du coup tout ce qui est bouffée de chaleur, fatigue. Ça peut vraiment donner un bien-être pour la femme ménopausée. Et il peut y avoir aussi, après on peut faire appel aussi à d'autres médecines douces comme l'acupuncture. Ou l'acupuncture vraiment ça marche bien, mais faut faire quand même plusieurs séances. Mais de ce que j'ai lu, en tout cas, les femmes vraiment retrouvent quand même un certain bien-être sur, en tout cas, les bouffées de chaleur. Ok, très clair. Après, il y a le petit ventilateur du bureau qu'on a tous, je crois, dans son bureau. Ouais, ça peut aider. Mm. Ok Nadia, merci beaucoup pour tout ça. Moi j'ai une question, tu as déjà partiellement répondu, mais voilà, on peut peut-être la compléter ensemble. Par rapport voilà, quels conseils tu peux donner pour vivre mieux sa ménopause? Donc tu nous as donné plein de tips, voilà, au niveau de effectivement l'assiette, au niveau du sport, au niveau de tout ça. Voilà, des petits conseils que les femmes peuvent vraiment mettre en application assez rapidement et dans leur vie de tous les jours pour pouvoir les aider sur un plan physique et aussi émotionnel. Bah déjà, je pense qu'effectivement, la femme devrait pour bien vivre sa ménopause, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est que la ménopause. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Vraiment, voilà, elle sait que voilà, c'est une baisse d'hormones et toute cette baisse d'hormones va provoquer un tas de déséquilibres au niveau corporel. Et le fait de savoir ça, déjà, ça va quand même Ouais. diminuer les symptômes, d'anticiper les bouffées de chaleur. Moi, comme je t'ai dit, on a eu une discussion cette semaine avec une collègue où vraiment, quand elle mange trop gras, trop sucré, elle a tout de suite derrière, elle dort très très mal et elle a plein de bouffées de chaleur et de sueur nocturne. Ouais. Elle l'a dit elle-même. Et donc vraiment, de ce que j'ai lu et entendu, en tout cas, les patientes qui font attention à leur alimentation, qui reprennent une activité physique, qui font une activité extérieure type yoga, sophrologie, peuvent vraiment diminuer tous ces symptômes liés à la ménopause. Comment dire? Et puis, peut-être en parler aussi à son médecin euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut être mis en place. Après, on peut se tourner aussi vers l'acupuncture. On peut se tourner aussi vers l'homéopathie. Je sais que l'homéopathie, il y a un complexe spécial ménopause qui est proposé, qui marche plutôt bien pour celles qui sont sensibles en tout cas à l'homéopathie. Il peut y avoir aussi, comment dire,
Si vraiment toutes ces choses-là sont mises en place et que malgré tout, elle est quand même gênée par des bouffées de chaleur, ça peut être une indication de mise en place d'un traitement hormonal. Alors c'est vrai que le traitement hormonal, il a été longtemps controversé à cause du risque de cancer du sein. Après, je vais pas aller dans les détails, mais en fait, dans les années 2000, il y a eu une grande enquête aux États-Unis où, comment dire, toutes les patientes qui avaient un traitement hormonal substitutif de la ménopause avaient déclaré, enfin, une grosse partie avait déclaré un cancer du sein. Et du coup, en France, on a arrêté de le prescrire. Et du jour au lendemain, on a arrêté de prescrire ce traitement-là. Alors, il faut savoir que déjà, les hormones entre celles utilisées aux États-Unis et celles utilisées en France n'étaient pas les mêmes. Et, comment dire. Et en fait, le traitement, c'est pas qu'il donnait des cancers du sein, mais c'est qu'il accélérait l'apparition d'un cancer du sein qui devait arriver dans tous les cas. Il accélérait la maladie, en fait, l'arrivée de la maladie. Et c'est pour ça que du coup, on a arrêté. Maintenant, on est assez frileux en France de prescrire un traitement hormonal substitutif. Il faut vraiment que ce soit une demande de la patiente. Et il faut vraiment qu'il y ait un cadre très régulier, très très sérieux par rapport à son suivi. Voilà, il y a une mammographie à faire avant. Faut pas qu'il y ait d'antécédents, faut pas qu'il y ait de cancer du sein. Et le fait de rajouter un petit peu d'œstrogène de par voie, transcutanée, peut vraiment diminuer les symptômes type bouffée de chaleur, peut avoir un impact sur la densité osseuse, peut avoir un impact sur le cœur. Parce qu'il faut savoir en fait que, c'est vrai qu'on en a peut-être pas parlé, mais la ménopause, comme il y a une chute d'hormones de progestérone et d'œstrogène, il y a un risque augmenté derrière d'ostéoporose, donc de risque de fracture pour la patiente, et il y a un risque cardiovasculaire, elle a le même risque que chez les hommes en fait. Oui. Et le fait de rajouter un peu d'œstrogène va un petit peu diminuer ces risques-là. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est que on parle souvent de ces hormones féminines, oestrogènes, progestérone, etc. Et c'est vrai que parmi, elles ont des rôles au final, ces hormones-là ont des rôles. Et parmi ces rôles, comme tu dis, les rôles protecteurs cardiovasculaires, des rôles sur la densité osseuse, etc. Et c'est vrai qu'on le voit très vite et de manière assez flagrante quand on arrive au stade ménopause et que du coup il n'y a plus d'oestrogène. Et ben on a plus de risques de contracter certaines pathologies qui étaient jusque-là protégées grâce aux hormones en fait, grâce aux oestrogènes. Exactement. Et le fait de reprendre ne serait-ce qu'une activité physique, de pas être sédentaire, de reprendre juste une activité physique, peut diminuer 30% le risque cardiovasculaire. Donc c'est pas à négliger. Et vraiment, je pense qu'il faut que la femme soit actrice de sa santé et pas spectateur en fait. Exactement. Et c'est comme tout, hein. Quand on accouche, on doit être actif, on doit se mobiliser pour justement accoucher dans les meilleures conditions. Il faut pas être spectateur de sa vie, hein. On peut plus, à partir d'un certain âge, si on veut bien vivre les choses, on est obligé de s'y atteler et obligé de faire les choses en fait pour que ça se passe bien. Ok, très bien, très clair. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'en consultation, j'ai souvent eu accompagné aussi des femmes donc du coup ménopausées. Mmh. Et c'est vrai que tout à l'heure tu parlais de phytothérapie et moi j'ai de très bons résultats. Et bien sûr, tu l'as indiqué aussi à faire attention pour toutes les personnes qui ont des risques de cancer, cancer hormonodépendant. Mais effectivement, voilà, il y a vraiment des plantes qui accompagnent très très bien la ménopause. On a la sauge, on a l'onagre, on a le yam par exemple aussi, qui fonctionnent très très bien et qui peuvent vraiment atténuer ces symptômes-là. Et bien sûr, comme tu l'as dit, revenir sur une assiette effectivement de qualité. Ça, c'est quelque chose de toute façon qui est valable tout au long de la vie, mais peut-être un peu plus sur cette période-là. Effectivement, revoir son assiette, revoir effectivement les apports, notamment en protéines, puisqu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on perd en quantité osseuse aussi, en masse musculaire aussi. Donc voilà, toutes ces choses-là, bien sûr, voilà, un accompagnement peut être intéressant pour pouvoir accompagner les femmes sur ces volets-là. Oui, et c'est pour ça que la période de la ménopause, ça peut être justement, comme tu disais, une période de renouveau où finalement on réapprend à bien manger, on réapprend à s'occuper de soi. Ouais. Et il y a des femmes vraiment qui ont été peut-être, qui ont pris conscience de ça à la ménopause et que la ménopause est venue justement peut-être titiller une certaine fragilité, peut-être, et de se dire stop, je peux plus continuer comme ça. Moi, je veux voir mes enfants grandir le plus longtemps possible. Je veux être là pour mes petits enfants. Et du coup, ça peut être un déclic et de se dire non, là, on va essayer de faire les choses correctement.
Ce que tu dis, ça résonne vraiment. Je suis totalement OK avec ce que tu dis. Tu dis, la ménopause, ça peut être aussi le début d'une nouvelle ère, finalement, de se dire, je pense à moi. C'est vrai que physiologiquement parlant, si on parle physiologiquement parlant, la femme, voilà, les cycles, etc., menstruels qui sont installés tout au long de sa vie, la femme se prépare chaque cycle à une éventuelle grossesse. Donc, on va dire finalement, effectivement, qu'elle est plus portée sur ce rôle-là. Et c'est vrai que le fait de passer sur cette ménopause et se dire c'est l'arrêt complet des règles, là, effectivement, je pense qu'il se passe quelque chose. Et là, finalement, elle peut se recentrer sur elle-même. Et là, le rôle de sa vie, finalement, c'est plus d'enfanter, mais c'est de s'occuper d'elle-même, quoi. Enfin, ça résonne vraiment ce que tu dis. Et c'est vrai que je le voyais pas comme ça, mais c'est super intéressant. Ouais. Oui, ça peut être justement cette phase-là où on se dit, voilà, maintenant c'est bon, je me suis occupée des autres, je me suis occupée de mes enfants, maintenant c'est pour moi. Et je vais me bouger un peu, je vais faire du sport, je vais faire des spas, et ça peut être vraiment une période d'épanouissement, et même au niveau du couple, hein. Ça peut être vraiment une période d'épanouissement au niveau du couple, parce que voilà, il y a eu un accomplissement qui a été fait, il y a eu c'est peut-être une certaine satisfaction aussi de ce qui a été fait, et du coup on essaye de réajuster certaines choses et d'avancer, quoi. Ouais, ouais. J'aime bien cette perspective positive. En plus, on arrive à la fin, donc on finalise avec ces notes positives. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager, Nadia, qui pourrait inspirer les femmes à voir justement cette transition comme une étape naturelle et enrichissante potentiellement de leur vie, et pas effectivement comme la période un peu chiante et relou, où c'est un peu compliqué, où tout va mal, etc., etc. Voilà, je pense qu'on en a parlé tout au long de ce podcast, mais j'aimerais vraiment finir par cette note-là, parce que voilà, c'est un petit peu ce que tu viens de dire aussi. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Moi j'ai envie de dire aux femmes, informez-vous. Vraiment, informez-vous de ce que c'est qu'une ménopause. Informez-vous de comment vous fonctionnez en tant que femme. Lisez la ménopause, qu'est-ce que c'est, et prenez soin de vous. Vous valez beaucoup, et vraiment, c'est une période où il faut prendre soin de soi. Et les choses sont bien faites, hein. Voilà, on devient pubère, on commence à avoir des cycles, on a une période de maternité, de fertilité, et la ménopause, voilà. Si on va dire la nature est faite ainsi, c'est que c'est comme ça. C'est que voilà, peut-être après 50 ans, il n'y a pas de bénéfice forcément à avoir des hormones, et qu'il faut l'accepter, et que si on est informé sur cette période-là, et si on la prend de manière tout à fait préparée et sereine, ça se passera bien. Super. Et j'ai envie de dire, voilà, prenez cette phase-là comme une nouvelle page qui s'écrit pour vous, et pas comme la fin d'un livre. C'est la fin d'un livre de la maternité, c'est sûr, mais c'est une nouvelle page de sagesse et d'épanouissement personnel. Et ça, c'est l'occasion de reprendre du sport, de reprendre plein de choses. Et ne vous laissez pas aller, parce que ça vaut la peine de continuer, et de continuer le plus longtemps possible en bonne santé, en fait. Super. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour toutes ces infos. Merci à toi. Merci vraiment. Tu nous as donné vraiment beaucoup, beaucoup de ressources, voilà, c'était très intéressant de discuter avec toi de ce sujet. Et effectivement, merci. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère pouvoir partager d'autres podcasts avec toi sur d'autres sujets, parce que voilà, tu es une spécialiste de la santé de la femme, et c'est vrai que nous, ici, on traite de tous les sujets autour de la santé et du bien-être de la femme, donc c'est complètement indiqué. Merci encore, Nadia. Merci à toi, plaisir partagé, Mariam. Merci. Merci à toi de m'avoir investi dans ce projet. Avec plaisir, Nadia. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mylène et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre, où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.